Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour cette nouvelle prise en main puisqu'on va parler aujourd'hui du Meizu X8. C'est un smartphone qui est vendu à moins de 300 € sur Meizu Store, donc vous avez le lien dans la description. Et donc, ce qui fait que ce smartphone à moins de 300 €, qu'est-ce qu'il propose? Alors cette fois-ci, il n'est pas il ne vise pas réellement la partie audio, mais la partie photo. En effet, aujourd'hui, c'est un critère qui est important pour beaucoup de monde, et pouvoir faire des bonnes photos est quelque chose d'important. Ce que veut apporter ce Meizu X8, c'est que justement, avoir globalement quelque chose de bien équilibré, et surtout avoir un appareil photo qui soit, qui fait partie de quelque chose de très intéressant de ce smartphone à moins de 300 € et pouvoir aller un petit peu taper dans des smartphones un peu plus haut de gamme. Ce qui fait qu'il a comme particularité donc un Snapdragon 710. L'appareil photo, c'est un IMX 360 en ouverture 1.9. Donc c'est la même chose que ce qu'on a vu sur les hauts de gamme de l'année dernière et d'aujourd'hui. Donc Google Pixel 2, Pixel 3, Zenfone 5Z, etc. C'est ce type de capteur que l'on a. À moins de 300 €, c'est très intéressant, surtout au lancement d'un produit à moins de 300 €. C'est vraiment très intéressant. En plus de ça, il n'y a pas que ça qui est intéressant, puisque sur la version à 64 Go, on a 4 Go de RAM, 64 Go, donc une batterie de 3200 mAh, un Snapdragon 710, ce qui fait que c'est quand même bien puissant. C'est bien plus intéressant qu'un Snapdragon 660, et pour diverses raisons. On a un dos en verre, on a un port USB Type C, un jack, et par contre on va avoir une encoche, on en reparlera. C'est pas vraiment le point fort, en général c'est pas ce qui est recherché par Meizu, ils aiment pas vraiment ça. Mais là je suppose qu'ils ont voulu surfer sur la vague de l'encoche avec ce smartphone. On en reparlera, c'est un peu particulier sur ce modèle-là et pas forcément appréciable. En tout cas, je remercie Meizu France de me l'avoir prêté. Et on passe tout de suite à au petit déballage. Et ensuite, je vous expliquerai un petit peu plus les avantages de ce téléphone avant que le test soit sorti. Alors ce Meizu X8, qu'est-ce que j'en ai pensé sur les quelques jours que je l'ai eu en attendant le test? Eh bien, c'est un smartphone intéressant. On va parler tout de suite de son argument principal de vente, la partie photo. On a un capteur photo qui a un IMX362 avec une ouverture 1.9 sans stabilisation optique. Un deuxième capteur de 5 mégapixels qui va aider au portrait, alors que j'ai pour l'instant pas vraiment fait, mais qui va aider aussi pour le zoom x2, ce qui est un peu plus étonnant et pour le coup est quand même efficace. Alors je sais pas à quel point il aide. Néanmoins, ce smartphone en termes de photos, j'étais assez bluffé en plein jour puisqu'il arrive à faire mieux qu'un Vivo Nex S. De nuit, il sera beaucoup moins bien, pour faire très rapide là-dessus, puisque forcément on a une ouverture qui est plus petite, 1.9, et qu'en plus de ça, on n'a pas de stabilisation optique. On va être clairement meilleur que ce que propose un Redmi Note 5. Alors certes, c'est pas le même prix, mais même quelque chose d'un peu plus cher. Il est à 250 € normalement à sa sortie. Là, on est à 289. Mais même par rapport à un Nokia 7 Plus, on va être meilleur. C'est très très fort. Il fait mieux qu'un Vivo Nex S. Il fera mieux qu'un Pocophone, ça c'est certain. Il a un excellent capteur, vraiment très très bon. Et l'algorithme de Meizu est très très bon. Donc déjà, c'est un excellent point. En plus de ça, donc ce qui fait que clairement, on va le dire, il est à peu près aussi bon que l'Honor V20 en plein jour, meilleur que le Vivo Nex S et moins bon que le Meizu 16e. Je vous passe normalement quelques photos ici. Vous pouvez voir un petit peu de quoi il est capable. De nuit, forcément, ça va se gâter et on va voir des photos qui vont être un peu moins bien. Puisque, en effet, l'ouverture qui est plus petite et le manque de stabilisation va clairement faire en sorte que il va devoir augmenter les ISO et diminuer le temps de pause par rapport à un Meizu 16e. Là où ça va être très clair et plutôt bien détaillé sur le Meizu 16e, un peu moins sur le V20. Là-dessus, ça se casse la gueule sur le Meizu X8. On est à 300 € sans stabilisation, c'est clairement ce qui lui fait défaut. Néanmoins, ça reste plutôt correct et on a quelque chose qui reste relativement précis. En partie très très sombre, par contre, ce sera vraiment pas ça. Mais c'est quand même plutôt pas mal pour un produit de ce type. Et c'est forcément là-dessus qui va tomber à cette gamme-là. Ce qui fait clairement la partie photo, c'est clairement un photophone. À part la nuit, il va être très bon. Et les photos de jour sont vraiment très très bonnes et vraiment sympathiques. Pour parler de la suite, il y a aussi l'encoche, qui est la deuxième chose assez importante de ce téléphone. En effet, le Meizu X8 a décidé de mettre une encoche. Pourquoi Meizu a décidé sur ce modèle de mettre une encoche qui en plus de ça pas très belle? J'en ai absolument aucune idée. Ce qui a été argué, c'est surtout le fait qu'il y ait une encoche qui est assez plate et donc la gestion serait plutôt intelligente. En tout cas, c'est ce que j'aurais pensé. C'est pas du tout le cas. Je vais être très précis sur ce problème. Vous avez l'heure et 2 notifications maximum d'afficher. S'il y a plus de 2 notifications dans la barre, il va vous mettre 3 petits points et une seule notification. Là, c'est beaucoup plus problématique. En plus de ça,
Là, nous n'aurons que la batterie, mais clairement, la batterie, en gros, ici, ça va être simplement visuel, on n'aura pas de pourcentage. Vous aurez la partie réseau, mais vous ne saurez jamais si vous êtes en 2G, 3G ou 4G. Aucune idée. Et en plus de ça, moi qui utilise la partie vitesse, bah, je l'aurai encore moins. Et vous avez la partie Wi-Fi, et c'est tout. C'est tout. Et clairement, c'est, je pense, le plus gros problème de ce téléphone. Mais en plus de ça, même la gestion logicielle, si vous n'activez pas le fait de pouvoir cacher l'encoche, voilà clairement ce que ça nous montre. Vous pouvez voir qu'en gros, ils ont fait en sorte que ce soit assez compact, mais de toute façon, la gestion est assez grosse. Et en fait, on peut le voir que la partie encoche, la partie barre de notification est assez épaisse, et plus épaisse que l'encoche. Ce qui fait clairement, c'est pas beau. Donc pour ça, en fait, il faut cacher l'encoche pour que ce soit plus joli. Surtout que de jour, le contraste est plutôt bon. Néanmoins, je trouve que cette idée est complètement con et c'est dommage de ne pas avoir gardé la même chose que le Meizu 16e. Alors en même temps, je suis en train de chercher. Alors en plus de ça, ils ont appelé ça masquer la frange. Un peu particulier. Néanmoins, le masquage de l'encoche est intelligent puisqu'on va avoir quelque chose de vraiment arrondi. Et ce fait qu'on va avoir un effet plutôt correct par rapport à ici. Donc c'est bien arrondi. Par contre, ça donne un côté un peu plus épais. C'est vraiment dommage parce que si on compare au Meizu 16e, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Ici, on a quelque chose qui est quand même plus joli du côté du Meizu. Ce qui fait que ça, c'est quelque chose que, au final, je pense qu'ils auraient pu s'en passer réellement dans la réalité. Ils auraient pu juste mettre quelque chose de arrondi comme le Meizu 16e et peut-être un peu plus épais. Mais ils ont voulu jouer là-dessus. La chose aussi où je dois vous mettre en garde sur ce téléphone, parce qu'on a un dos en verre, mais on a un dos en verre qui n'est pas de la même qualité, et clairement, et ça se sent, qui n'est pas de la même qualité que celle du Meizu 16e. Ce qui est bien avec le Meizu 16e, c'est qu'on a quand même s'il est en train de se casser actuellement, on a une protection qui va aller protéger un peu les côtés. C'est en dur, c'est correct, mais ça protège. Ici, nous n'en avons pas. Et c'est problématique parce que clairement, sans faire quelque chose de particulier, l'appareil s'est rayé. Mais malheureusement, alors on peut l'avoir parce que là, ça va ressortir avec les traces qu'il y a. Mais en gros, vous la voyez ici. Donc ça, pas terrible. Mais ça, c'est clairement le verre qui n'est clairement pas du tout résistant. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que clairement, on va pas pouvoir profiter du design du téléphone parce qu'il va se rayer à une vitesse incroyable. C'est le plus gros problème, je pense, de ce téléphone avec l'encoche. Ça fait deux gros problèmes, mais il y en a un où on peut s'y faire, pour certains en tout cas, et l'autre où ça va être beaucoup plus chiant. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre une protection avec, ce sera beaucoup mieux. Mais réellement, là, c'est clairement très très utile. Mais on sent clairement que la qualité de finition entre le Meizu 16e et le Meizu X8 n'est pas du tout la même. C'est assez intéressant à voir, même si les ajustements sont toujours excellents et on a toujours une prise en main qui est au top. D'ailleurs, chose un peu particulière, puisque sur le Meizu 16e, ils ont décidé d'affiner, donc avoir un côté un petit peu un design à la S9. On a le lecteur d'empreinte sur l'écran, parce que vu qu'on n'a plus de lecteur d'empreinte en bas, comme il y a toujours eu chez Meizu. Et donc, c'est la première fois qu'il y a, en tout cas pour moi, c'est la première fois qu'il y a un lecteur d'empreinte au dos. Peut-être le Meizu Note 6, j'ai des doutes, je ne sais plus. Et ce qui fait que, clairement, on est sur un petit lecteur d'empreinte qui fait de la même taille, donc c'est assez symétrique, c'est visuellement symétrique. Donc on a un tout petit lecteur d'empreinte, ça va se sentir. Et on va avoir la même chose que ce que propose Meizu, donc soit les touches de navigation, soit les gestes à la Xiaomi Honor, soit on va voir le Meizu M-Back. Donc Meizu M-Back, avec ce qu'il y a bien sûr du côté du Meizu 16e, c'est que c'est avec un écran qui est 3D Touch, entre guillemets. Alors je sais plus comment ils appellent ça. Mais ce qui fait qu'en gros, on va appuyer fort pour revenir. On va avoir vraiment cette sensation avec vibreur à la Meizu, qui est un vibreur un peu comme ce qu'a fait Apple. C'est clairement pratique, c'est bien fait et c'est agréable. Ici, ils ont repris le même système, sauf qu'on n'a pas le même vibreur. Et on n'a pas cette même sensation. C'est juste qu'on va rester plus longtemps. Et on va voir le vibreur qui va faire une vibration... une vibration d'un vibreur classique. On n'a clairement pas la même sensation. Et je pense que de toute façon, ça va continuer jusqu'au test. Je vais revenir aux touches de navigation classiques parce que clairement, c'est beaucoup moins agréable à utiliser comme ça. L'autonomie, c'est encore la petite chose que je dois vérifier, mais globalement, l'autonomie a l'air vraiment très très bonne. En même temps, on a un écran IPS LCD en 1080p qui semble ne pas trop consommer, donc ça va être sûrement du LTPS. Vous avez un smartphone qui, en termes d'autonomie, Meizu a mis l'accent ces derniers temps avec Flyme 7 notamment sur l'autonomie. On a une autonomie qui semble très correcte et qui semble avoisiner les 10 heures, qui semble avoisiner parce que j'ai clairement pas eu pendant les vacances trop la possibilité de l'utiliser, vous l'aurez compris. Il a l'air très très autonome en Wi-Fi, mais vraiment autonome pour une batterie de 3200 mAh. Ça reste à vérifier. Et surtout, je vais devoir le vérifier dès jeudi, dès que je vais recommencer le travail. Parce que là, je le tourne mercredi dans la nuit.
Et ce qui fait que globalement ce smartphone, pour terminer un petit peu cette prise en main, ce smartphone est intéressant, clairement intéressant. Il a quand même des défauts, notamment l'encoche et la finition, en tout cas le verre qui est trop fragile et qui est trop sensible aux rayures, c'est son plus gros problème. Mais l'appareil photo est vraiment convaincant et je suis même étonné de la qualité de l'appareil photo. On est sur un réel photophone et c'est ce que veut mettre en avant Meizu, en tout cas depuis quelques temps. On l'a vu avec le Meizu 15 et 16 qui sont très bons, mais aussi le Meizu Note 6 était déjà réputé là-dessus. Le Meizu X8 perpétue cela et le Meizu Note 9 devrait continuer dans cette voie-là. Ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, donc on a 289 € la version 464, mais pour 20 € de plus, on a la version 628. C'est pas vraiment plus. Et l'espace de stockage et la RAM vont permettre de tenir quand même plus longtemps si vous consommez beaucoup. Ma petite déception, et je reparlerai dans la partie finale, c'est que la partie son n'a pas du tout été une priorité de Meizu sur ce modèle. En effet, ils se sont contentés juste du DAC interne, et ce qui fait que je vous reparlerai du son plus précisément dans le test final, mais on n'est absolument pas du tout pareil que ce que proposent la plupart des smartphones de chez Meizu, en tout cas les hauts de gamme. On sent que le traitement n'est pas aussi fin et aussi agréable, on sent clairement que c'est beaucoup plus limité. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Bref, en tout cas, c'est un smartphone qui est plutôt sympathique et surtout si vous cherchez à faire de bonnes photos avec un bel écran, vous allez vraiment apprécier ce Meizu. Juste n'oubliez pas de prendre une protection pour protéger le dos qui risque de se griffer très facilement. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que le design est plutôt sympathique et on reconnaît bien un Meizu ici. Allez, sur ce, à bientôt pour le test sur Technoid.fr.